Je n'avais pas 10 ans quand j'ai quitté Téhéran pour Paris. Depuis, je n'y étais retournée qu'une seule fois. Moi, je suis partie m'installer à Berlin en 2012. J'ai grandi à Téhéran, mais j'ai fait mes études à Ispahan. Je cherche pour Sarah un livre avec de vieilles expressions persanes. Elle est iranienne, mais elle a grandi en France. Et elle aimerait renouer ici avec ses racines. Ce ne sont pas des livres pour apprendre le farsi, d'accord? C'est justement parce que je lis le farsi, je le lis très bien, et d'ailleurs, vous voyez, ce n'est pas des dictionnaires pour les nuls. Ce sont vraiment 2 dictionnaires pour ceux qui maîtrisent complètement la langue persane. Et ce sont 2 livres sur les expressions précises, anciennes, formidables, les expressions de rue, les vraies expressions authentiques, traditionnelles. Vous pouvez pas comprendre. Les artistes sont sans doute les mieux à même de représenter l'Iran au-delà de ses réalités politiques. Mais comment peut s'exprimer la créativité dans un pays où la censure existe ? Qu'est-ce qui est écrit après musée? Musée d'art contemporain de Téhéran. Ah, j'avais réussi à lire musée et Téhéran. Quelle excitation! On dit que ce musée possède les plus grandes collections d'art contemporain en dehors de l'Europe et des États-Unis. Voilà qui est prometteur. Un Giacometti comme celui-ci s'est vendu récemment à New York 126 millions d'euros. Et ils en ont 4 devant la porte. J'ai une passion pour l'art contemporain. Je rêvais depuis longtemps du jour où je pourrais admirer la fameuse collection rassemblée par la dernière impératrice, Faradiba, au cours des années 1970. 1500 pièces d'une valeur estimée à près de 3 milliards d'euros. En matière d'art contemporain, l'Iran est une véritable mine d'or. Les questions portent surtout sur l'architecture. On nous demande aussi où sont les collections. La pièce la plus intéressante est de Jackson Pollock. Elle est là-dedans. Oui, je l'ai vu. Mais peut-on voir le tableau? Je l'ai vu plusieurs fois. Ah oui, vous l'avez vu? Oui. Mais pour l'instant, il est enfermé, on ne peut pas le voir, c'est ça? Il est dans la réserve. Mais une fois par an, on le sort et on l'expose. Ah, donc il sort une fois par an. Très bien, mais où sont les autres chefs-d'œuvre? Là, regardez, un mobile d'Alexander Calder. Mais sinon, les murs sont vides. Est-ce que cette collection existe encore? Sans doute. On sait que pendant les révolutions, il arrive que des œuvres d'art soient saccagées. Pourtant, j'ai lu qu'ici, seul un portrait d'Andy Warhol représentant Faradiba et quelques dessins érotiques avaient été détruits. Dans ce cas, où sont les œuvres de Picasso, Bacon et Liechtenstein?
En feuilletant le catalogue, je suis tombée sur Pollock. Alors c'est vraiment très intéressant. Le monsieur nous a dit que ce tableau est exposé une fois par an, mais que le reste du temps, il est stocké. Notre réserve recèle plus de 3000 œuvres. Mais où se trouve cette caverne au trésor? Au sous-sol. Mais normalement, quand on vient filmer, on y a accès. Il faut faire une demande préalable parce qu'il y a une procédure de sécurité. On n'y arrivera pas cette fois. Mais je ne m'avoue pas vaincu. D'autant que ce monsieur est très prévenant. À titre de consolation, il me montre les œuvres que le musée a acquises récemment. C'est alors que je découvre en passant une œuvre de Donald Judd, restée là dans un coin. Ils ont dû oublier de l'enfermer dans la réserve. Sans filmer la cave, on peut juste montrer où elle se trouve en restant derrière la porte. On ne voit vraiment rien. Cette fois, j'abandonne la partie. C'est lui qui l'emporte. 1-0. De mon côté, j'ai découvert un musée en plein air. Là aussi, c'est une mine d'or, mais très facile d'accès. Pajand est une de mes amies. Elle est artiste, comédienne et metteuse en scène. En Iran, aucune loi n'interdit de faire des graffitis. Non à la guerre. Quand un graffeur est pris sur le fait, les autorités regardent d'abord si son message s'en prend à l'islam. Si oui, il aura des ennuis. Sinon, pas du tout. Il faut dire qu'en 1979, les militants de la révolution islamique taguaient allègrement leurs messages sur les murs. Oh, un pistachier! Comment c'est possible, cet arbre ici? Il est plein de pistaches, mais elles ne sont pas mûres. Le graffiti est un art, pas un crime. Ça me donne la chair de poule. C'est un art, pas un crime. Pourquoi il prend cet air méchant? C'est un genre qu'il se donne. Je suis un gros dur qui fait des graffitis. T'as déjà vu quelqu'un taguer ici? J'ai déjà vu des jeunes, oui. Et on sent la peinture. On dirait qu'il tient un puppet. Une marionnette, oui. Et il nous manipule, comme Dieu. Comme une force invisible. Les Iraniens sont passés maîtres dans l'art d'embellir leur ville. À tous les carrefours, on trouve des œuvres d'art intégrées à l'espace public. Elles peuvent prendre des formes très diverses. Et on trouve aussi des fleurs, absolument partout. Les Iraniens adorent les fleurs. On trouve également de nombreuses galeries d'art. Ce qui manque en revanche, ce sont des structures pour venir en aide aux artistes. Le travail de Behzod Eskandari est complexe. Si j'ai bien compris, il traite des grands problèmes de l'humanité, comme la destruction de l'environnement et la manipulation des médias. Ça s'inscrit dans le cadre de la crise de la société iranienne?
Pas forcément, c'est plus général. Tous les médias procèdent de cette façon. Ils manipulent l'information dans leur propre intérêt pour leur public. On va voir le reste? Ces tableaux font référence à L'Armée des 12 singes, un film de science-fiction américain plutôt déjanté où la Terre est décimée par une épidémie. Un thème qui a l'avantage d'ouvrir à de multiples interprétations, car si la critique est trop directe, l'œuvre risque d'être censurée. Tu crois que certains réinventent leur vie avec Photoshop? Oui, on fait ça en permanence. Tous ceux qui publient leurs meilleures photos sur Facebook. Ma famille a toujours soutenu les artistes. Mais ce n'était pas dans l'idée de faire un investissement. Mes parents achetaient leurs œuvres pour aider les jeunes artistes et leur donner la possibilité de poursuivre leur travail. En Iran, l'identité culturelle est en train d'évoluer. En ce moment, toute la ville parle de cette vente aux enchères. Amateurs et experts s'y bousculent pour apprécier quelques 130 œuvres d'art signées par de jeunes talents et de grands maîtres iraniens. Les enchères sont montées très haut. Quelques jours plus tard, je lirai dans le journal que cette vente a rapporté près de 5 millions d'euros. Parmi les acheteurs, on trouve aussi des étrangers. Le grand bazar mondial de l'art a investi le marché iranien. Ali Reza Samiazar est l'organisateur de cette manifestation. Il a aussi été directeur du musée d'art contemporain. En Iran, à la différence des États-Unis ou d'ailleurs, le pop art est très politisé. On peut donc percevoir une dimension critique dans ce tableau? Absolument. Je dois dire qu'auparavant aussi, les artistes ne s'encombraient pas des restrictions gouvernementales et peignaient des femmes sans voile, par exemple. Mais ils n'étaient pas exposés dans des lieux publics comme celui-ci. Aujourd'hui, une relative liberté permet de montrer ses œuvres dans la limite du respect du cadre moral de l'islam. Il est difficile en Iran de savoir jusqu'où on peut aller. Comment pourrait-on accéder à la réserve du musée d'art contemporain, à votre avis? Le directeur était là hier. Je vais lui passer un coup de fil. Hélas, ce bel élan spontané ne sera qu'une promesse en l'air. Une œuvre de mon ami Azadeh Arlaghi était également mise aux enchères à cette vente. Sa thématique, les assassinats politiques. Elle a voulu se faire le témoin de scènes sanglantes qui ont jalonné l'histoire de l'Iran. Ces tableaux photographiques monumentaux reconstituent des attentats célèbres commis contre des personnalités iraniennes, des poètes, des hommes politiques ou des intellectuels. Tes sujets de prédilection semblent être la mort et les attentats dans l'histoire de l'Iran. Tu peux me dire pourquoi ? C'est apparu progressivement.
Mon intérêt s'est d'abord porté sur l'histoire violente de l'Iran. Cela a coïncidé avec certains événements dans le monde. Le printemps arabe, la situation en Irak ou en Afghanistan. J'ai donc commencé à réfléchir à ces circonstances où des personnes acceptent de mourir pour la liberté, la patrie ou un avenir meilleur. Je connais bien Azadeh. Elle a de l'ambition, du courage et de l'humour. Dans son travail, elle apporte énormément de soins aux détails et prépare minutieusement chaque scène. Avant de reconstituer un attentat célèbre, elle rencontre des gens, consulte la presse et lit les dépositions des témoins. Ce sont les couleurs d'origine. J'ai voulu faire un travail sur le passé qui soit bénéfique pour le présent. Il se trouve qu'à l'époque, il n'y avait pas de caméra pour capter ces moments historiques. Nous n'en avons donc pas une mémoire précise. Donc tu estimes que c'est la violence de l'histoire de l'Iran qui a provoqué tous ces assassinats? L'histoire de l'Iran a été moins violente que celle de l'Allemagne, par exemple. L'histoire de l'humanité est remplie de tragédies et de violences à différentes périodes. Cette violence s'est généralisée au moment de la Première Guerre mondiale. Elle n'est pas propre à l'histoire de l'Iran. Elnaz et moi avons toutes les deux envie de participer à un événement très attendu, un concert de Palette, qui a lieu ce soir. C'est un groupe de folk rock iranien vraiment fabuleux. J'ai la chance de rencontrer les musiciens avant le concert. J'ai connu Palette grâce à une amie. Nous roulions vers la Normandie quand elle m'a fait écouter une de leurs chansons. Puis une deuxième et une troisième. Dans mon souvenir, ce voyage est désormais associé à leurs voix, leurs instruments, leur musique. Quelques mois plus tard, j'ai assisté à un de leurs concerts à Paris. Depuis ce jour, Palette est devenue la bande-son qui accompagne ma vie, la musique de l'exil. Je ne comprends pas toutes les paroles de leurs chansons, mais je perçois parfaitement la magie de cette musique qui vient du cœur. Omid Nemati, le chanteur du groupe, m'explique comment se passent les concerts ici. Depuis nos débuts, nous avons cherché à nous démarquer des musiciens iraniens, surtout ceux de l'ancienne génération, qui se prennent très au sérieux et estiment qu'on doit venir les écouter dans un silence solennel. Nous sommes beaucoup plus décontractés. Le public doit avoir l'impression d'assister à une répétition ou à une improvisation dans une fête privée. On est souvent venu me faire part de cette impression après nos concerts. Et visiblement, ça marche. Sur le trottoir devant la salle de concert, les gens qui attendent forment une queue qui s'allonge de plus en plus. Certains fans sont venus de loin pour les écouter jouer. En attendant, j'ai encore un peu de mal à imaginer comment se passe un concert folk rock dans la République islamique.
Oui, c'est à ça qu'on était habitué. Un public réservé qui n'applaudit pas et n'exprime pas ses émotions. Cette tendance existe toujours. Nous essayons de la changer. Et ce n'est pas simple. Il faut beaucoup s'investir. Il faut accepter d'être malmené quand on touche à la tradition. Mais nous devons essayer. J'ai l'impression que vous avez besoin de demander des autorisations pour tout. Comment êtes-vous passé d'ailleurs d'un groupe underground à un groupe reconnu, officiel? Qu'est-ce que ça vous inspire? Tu vois dans les yeux des spectateurs que ça leur fait plaisir. Je vis là, je travaille là, et je fais les démarches nécessaires pour obtenir les autorisations. Ce n'est pas rien. Parfois, Rouzbeh et moi passons une journée entière au ministère de la guidance islamique. Mais le jeu en vaut la chandelle. Pendant ce temps, l'orchestre symphonique de Téhéran est en train de répéter dans la petite salle. Leur musique a toujours accompagné mon existence. Ces 87 musiciens iraniens me remplissent d'émotions. Je connais la force de cette musique, capable de redonner l'espoir. L'espoir d'être heureux et de ressentir la joie. Le sentiment d'un partage. Pour ne pas se laisser asphyxier par le rêve de partir à l'étranger, notre grande chimère. Ali Rabari est l'un des nombreux Iraniens à avoir passé une partie de leur vie à l'étranger. À plusieurs reprises, le chef d'orchestre est revenu au pays. Mais à chaque fois, il l'a quitté un peu plus désenchanté. Ça n'allait pas du tout. Il y a 10 ans, j'ai dirigé 7 fois la 9e symphonie de Beethoven et le ministre ne s'est jamais déplacé. Alors je me suis énervé et j'ai pris le public à témoin pour demander où était le ministre. Aujourd'hui, avant le concert, je l'ai rencontré. Ça fait une très grosse différence pour notre travail. On ne peut pas se contenter de nommer quelqu'un en disant « faites de la culture ». L'exemple doit venir d'en haut. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Ali Rabari a dirigé les philharmoniques de Vienne et de Berlin. Et il aime rappeler que des musiciens de très haut niveau comme Yehudi Menuhin ou Herbert von Karajan sont venus se produire à Téhéran, avant la révolution islamique bien sûr. Récemment, Daniel Barenboim s'est vu refuser l'autorisation de jouer. On pratique la musique en Iran depuis plus de 1000 ans. Il ne faut pas oublier que les Perses et l'islam sont très liés à la musique. D'abord, on ne lit pas le Coran, on le chante. Et puis toutes les cérémonies religieuses se font en musique. Les Iraniens aiment la musique et on ne la leur enlèvera pas. Le violoniste Bardia Karash a joué à Berlin lui aussi. Il était boursier de l'orchestre du Divan occidental-oriental de Daniel Barenboim. Un grand événement dans ma vie a été de réussir l'examen d'entrée à l'orchestre du Divan occidental-oriental et de travailler avec Monsieur Barenboim.
J'ai rencontré là les plus grands musiciens, comme Guy Bronstein, Axel Wilczek ou Michael Barenboim. Et j'ai eu la chance de collaborer avec les plus grands instrumentistes. J'ai obtenu 2 bourses successives et cela m'a ouvert de nouvelles perspectives. Mais d'autres événements ont eu lieu qui m'ont fait renoncer à cette collaboration. En Iran, il est mal vu de filmer un concert. Montrer un public enthousiaste en train de siffler, de crier et de chanter ne correspond pas à l'attitude correcte et à la réserve qui sont de mise dans la République islamique. Nous sommes donc autorisés à filmer uniquement le groupe qui joue tranquillement sur scène, tel un animal dressé. Mais si Palette veut continuer à se produire, ses musiciens ont intérêt à se tenir à carreau.